Hey, bonjour les surströmming. Alors vous connaissez pas le surströmming? Eh bien vous ne savez pas ce que vous ratez, parce que c'est certainement la recette à base de poisson qui est la plus puante au monde. Et c'est une spécialité suédoise d'ailleurs, et qui est toute choisie pour notre épisode du jour qui porte sur le syndrome de Stockholm. Imaginez, vous veniez de vous faire kidnapper et que votre ravisseur menace de vous tuer s'il n'obtient pas la rançon qu'il exige à votre famille. Et là, à votre grande surprise, vous commencez à sympathiser avec votre agresseur. Vous vous dites que c'est vraiment un chic type au fond. Et bien voilà, c'est ça le syndrome de Stockholm. Effectivement, j'ai vu ça dans La Casa de Papel et dans V pour Vendetta. Mais Chris, faut pas confondre la fiction et la réalité. Bah d'où je confonds? Même pas je confonds. On est dans le réel. Ouais, je sais que ça a l'air curieux, mais c'est pourtant vrai. Alors pourquoi certaines personnes séquestrées finissent par adorer leur geôlier? Eh bien c'est ce qu'on va voir en 360 secondes. Ok, je vais offrir une boîte de surströmming à celui qui devine dans quelle ville a été découvert le syndrome de Stockholm. À Noirmoutier! Presque. Ah, je sais. Ok, j'ai compris, vous n'aimez pas le surströmming. Non. Bon, trêve de suspense, c'est à Stockholm, donc du coup en Suède, où un certain Erik Olsson a braqué une banque en 1973. Alors le problème, c'est que la police a rapidement contrarié les projets d'Olsson, et c'est là qu'il a décidé de s'enfermer dans la chambre forte de la banque avec 4 employés, 3 femmes et un homme. Ok, une prise d'otage quoi. Oui, mais une prise d'otage particulière, puisqu'à un moment, une otage a eu envie d'aller aux toilettes, mais les chiottes se trouvaient à l'étage inférieur, là où la police était postée. Bref, c'était une opportunité d'évasion parfaite, mais Belle Olsson lui a quand même permis d'y aller à condition qu'elle revienne d'elle-même. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Alors que la police a essayé de la retenir et de la libérer. On aurait dit folle. Elle est quand même retournée donner la patte? Eh bien oui, je sais que ça n'a aucun sens, mais ce n'est pas tout, parce que très rapidement les otages se sont rangés du côté du geôlier, ou plutôt des geôliers, car Olsson a été rejoint par un pote entre-temps. Mais bref, ce que les otages disent à ce moment-là, c'est qu'ils craignent plus la police que leur braqueur préféré. Et ils vont tellement fraterniser qu'ils sont tous allés jusqu'à s'étreindre et s'embrasser au moment de se rendre. Et il y a quand même 2 otages qui sont allés rendre visite au braqueur en prison après les faits. Pourquoi pas quoi. Oh bah j'imagine qu'ils sont juste tombés sur des braqueurs en or, des mecs sympas qui ont su garder l'humain au centre de leurs préoccupations. Alors humain au centre des préoccupations, je dirais pas jusqu'à là. Explication. Pour dissuader la police d'envoyer des gaz somnifères, Olsson et son complice ont eu l'idée remarquable de passer une corde autour du cou des otages, corde qui les aurait tout simplement étranglés s'ils avaient perdu connaissance. Leur vie a bien été risquée, et plus d'une fois. Olsson les traitait donc plus en otages qu'en amis. Et pourtant, une amitié s'est bel et bien nouée durant les 6 jours de siège, un phénomène qui a été baptisé syndrome de Stockholm par un psychiatre suédois. Donc voilà les origines du syndrome. Ah, donc c'est juste ça le syndrome de Stockholm? Le fait de s'entendre à peu près avec son ravisseur? Mais attends, ça peut aller plus loin que ça. Certains otages sont devenus encore plus intimes et solidaires avec leurs ravisseurs, comme par exemple une certaine Patricia Hearst, une riche héritière qui prenait une douche au calme quand 2 hommes ont fait éruption chez elle pour tabasser son petit ami et la kidnapper. Vous voyez ce genre de journée où tout va de travers. Et bien dans la foulée, elle s'est fait violer par un des ravisseurs. Bref, ce n'est pas un comportement super courtois, on est d'accord. Et à votre avis, est-ce que ça a contrarié Patricia? Je parie qu'elle s'est mise à kiffer ses ravisseurs. Et ouais, et je vous le donne en mille, elle a rapidement commencé à compatir avec eux. Une semaine après l'enlèvement, Patricia, alias Patty, s'adressait à son père dans une bande audio où elle disait « Les gens qui m'ont enlevé ne sont pas une bande de fous. Ils sont prêts à mourir pour ce qu'ils font. Faites tout ce qu'ils exigent. Personne ne bouge, sinon je tire une balle dans la tête à la main. » En l'occurrence, il était demandé quand même 1,5 million d'euros au riche papa pour redistribuer aux défavorisés. Et ça, c'est noble. Donc Patty, ça la dérangeait pas qu'on dilapide son héritage? Eh bien apparemment non, puisqu'elle s'est exprimée à nouveau dans une bande magnétique où elle revendiquait désormais son appartenance au mouvement de ses ravisseurs. Retournement de situation quoi. Et puis elle exprimait également de la colère envers ses parents qu'elle accusait de pas l'aimer et aussi envers son petit ami qui s'était fait bousculer pendant l'enlèvement. Du coup voilà, elle le traitait, je cite, de cochon et elle lui promettait un avenir bourgeois minable. Vous l'aviez donc pas vu venir quoi, j'imagine. Mais attendez, puisque c'est pas fini, elle est même allée jusqu'à commettre plusieurs braquages à main armée. Ah ouais, elle a bien retourné sa veste. C'est le moins qu'on puisse dire. Et après 19 mois de cavale, de fusillade et d'enquête, eh bien, Mademoiselle Hearst a été capturée car, oui, elle n'était plus tellement une victime à ce stade, elle était fugitive. Tout ça pour dire que le syndrome de Stockholm va parfois très loin et même jusqu'à une certaine ambiguïté amoureuse. Mais attention, ce serait trop simplificateur de réduire ce syndrome à une situation où la personne kidnappée tombe systématiquement amoureuse du ravisseur. En réalité, le syndrome est défini comme étant un lien d'empathie qui s'installe entre la victime et le ravisseur, rien de plus. Il y a un petit esprit de camaraderie. Oui, voilà, c'est convivial. Et d'ailleurs, Patty a quand même été soupçonnée d'avoir vécu une romance avec l'homme qui l'a violée, sauf qu'elle n'a jamais confirmé l'hypothèse en interrogatoire. Donc, faut quand même prendre du recul sur ce qu'on voit dans les films. La réalité du syndrome de Stockholm est moins sensationnelle et surtout moins systématique. Ça se produit déjà pas à tous les coups, et d'après une estimation du FBI, il y aurait que 8% des victimes qui développeraient ce syndrome. Ok, mais j'arrive pas à
comprendre comment les 8% de victimes peuvent se laisser manipuler à ce point-là. Eh bien, la première hypothèse des psychiatres, c'est que l'otage finit par avoir plus peur d'un assaut de la police qu'il n'a peur de son geôlier. Mais c'est complètement con! Si un mec me menace de me jeter dans le vide, je vais avoir peur du mec, je vais pas avoir peur du sol! Oui, je comprends. Si le sol te blesse 20 mètres plus bas, c'est bien sûr à cause du mec qui t'a jeté dans le vide. Et si un flic te blesse dans un assaut, eh bien, c'est à cause du braqueur qui t'a mis en danger. Mais ça n'est pas si facile d'avoir une analyse aussi rationnelle en situation de stress. Et oui, mettez-vous à la place de l'otage qui craint d'être exécuté. Son seul espoir de survie, c'est que la police obtempère avec les braqueurs. Sauf que la police ne peut pas les laisser filer, elle résiste, ce qui fait ainsi durer le calvaire de l'otage qui peut se sentir trahi par les autorités. Autorités qui ont l'air d'accorder plus d'importance à l'arrestation du braqueur qu'à la survie de son otage. Et oui, voilà comment certains otages se représentent la situation, et ça a été un peu le cas de Patricia Hearst qui s'est mise à avoir la haine envers sa famille car selon elle, elle n'avait pas fait assez d'efforts pour la sauver. Petite parenthèse, je précise quand même que le père avait lâché l'équivalent de 3 millions d'euros. Ok, mais comment on peut expliquer l'attachement de la victime lorsqu'il n'y a pas de flic et lorsque aucune rançon n'est demandée? Eh bien, des chercheurs de l'université d'Oregon ont une explication alternative, puisque le syndrome de Stockholm ne serait selon eux qu'un instinct de survie. Et ces chercheurs ont remarqué que les peuples vaincus, par exemple un conquérant X ou Y, ou alors les femmes qui ont été capturées, mettent souvent du cœur à nouer un lien d'empathie avec les vainqueurs, et aussi à adopter leurs coutumes. Pensez par exemple à nos ancêtres les Gaulois lorsqu'ils ont été vaincus par les Romains. Ils n'ont pas eu la haine ou ils ne sont pas rebellés, non. Ils se sont complètement intégrés à l'Empire romain pour former la culture gallo-romaine. Alors même si c'est un petit peu tabou et que ça sonne comme une promotion de la lâcheté, dans la vie il y a des moments où on est en situation de s'imposer et d'autres où il est préférable de s'adapter. Voilà, eh bien j'espère que vous avez compris qu'il ne suffit pas de kidnapper une fille pour qu'elle tombe amoureuse de vous. Désolé les gars, c'est pas si facile que ça. Moi par exemple j'ai fini par toutes les libérer parce qu'au bout d'un moment, il y a aussi un coût logistique qui est pas négligeable. Bah oui, on le pose jamais assez, mais c'est qui paye la facture d'électricité, l'eau, la bouffe et l'insonorisation, hein? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Non, rien. C'était juste de la prévention, hein. Y a pas de mal, hein. Bon, à plus tard quoi.